Vous êtes sur New World TV, les télés qui vous transforment, et précisément sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons, comme d'usage, Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour. Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler du Mali et de la tentative d'agression qui en veut Assimi Goïta. Un homme a tenté de poignarder le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, durant le rite musulman avant d'être interpellé, et la réaction de Paris plutôt, qui appelle à la sérénité pour la poursuite de la transition jusqu'à son terme. Mamadou, on va se poser cette question: qui en veut à Assimi Goïta? Difficile de répondre pour l'instant parce qu'il y a très peu d'informations. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une personne, celle qui a essayé de l'agresser par un couteau, qui a été arrêtée. Quand on lit les médias maliens, on parle même d'une deuxième personne qui était là avec la personne qui a été arrêtée, mais qui s'est fondue dans la foule. On n'a pas de précision sur la deuxième personne. L'information venant du Mali ne dit pas grand-chose, ni sur la personne, son nom, de qui il s'agissait. Les seules informations qui filtrent, il semble que la personne était droguée. Il semble que même quand les policiers ont voulu au premier moment interroger la personne, elle ne savait même pas dans quoi elle était. Bon, mais tout ça, c'est des informations pour lesquelles il faut attendre des confirmations. Sur la deuxième personne qui aurait fui, on n'a aucune information. Pas de revendication, en tout cas jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc c'est très difficile pour le moment de dire qui lui en veut exactement, bien que ce n'est pas des gens qui lui en veulent qui manquent. Alors tout ce prisme qui entoure ce qui s'est passé et qui est gravissime pour la nation malienne et pour toute l'Afrique, ces faits ne nous poussent pas, Mamadou, à penser à quelque chose qui est organisé. En fait, quand on prend le discours du président de la République, il y a une partie intéressante où il dit clairement que c'est un fait isolé. Ben, s'il a toutes les informations et qu'il sache que c'est l'individu seul qui l'a fait, mais c'est tant mieux s'il n'y a personne derrière. Mais dans le même discours, il dit que quand on est leader, il y a des gens qui ne sont pas contents et ces gens peuvent faire de la déstabilisation. Vous voyez qu'il ouvre les deux portes. Oui. Quelque chose d'isolé, on a attrapé la personne, ça veut dire que c'est terminé, il n'y a aucune inquiétude à faire, c'est un individu qui l'a fait. Mais quand on parle de déstabilisation, une personne ne peut pas déstabiliser le Mali. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Oui. Dans la presse malienne, la supputation est là. Certains s'interrogent, est-ce que ce seraient les terroristes qui l'ont fait? Bon, si c'est eux, généralement, ils finiront par revendiquer, on le saura. D'autres se posent des questions en se demandant, est-ce qu'il n'y a pas une bataille du pouvoir? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne se passe pas des choses qui, pour le moment, ne sont pas encore sorties dans son camp? Dans son camp, comme dans d'autres camps. Parce que les gens se posent la question, est-ce que tous les militaires sont d'accord qu'il soit président de la République? Est-ce que tous les gens sont d'accord avec la façon dont il a destitué, parce que ça ne s'appelle pas autrement, le président de la transition et le Premier ministre, etc. Tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, comme il le dit lui-même, qui sont suffisamment mécontents par rapport à son action au point de vouloir organiser une déstabilisation? Mais pour le moment, on n'a rien sous la main, on n'a pas désigné un groupe de personnes, on n'a pas désigné une personnalité qui l'aurait organisé, etc. C'est encore des supputations pour le moment parce que les faits sont extrêmement récents et généralement, ce n'est pas en 24 heures qu'on boucle une enquête. Les gens parlent également de complot et vous l'avez dit peut-être au niveau de son camp, mais les gens pensent aussi à des lieux, si on peut le dire, en dehors du territoire malien. Oui, tout à fait. La main étrangère, comme on dit de plus en plus, on se dit tout le temps qu'il y a la main étrangère. Bon, ce n'est pas pour rien que Paris a réagi très rapidement parce que quand on dit main étrangère, le dernier conflit, en fait, si on joue sur les faits, le dernier conflit en date entre le Mali et l'étranger, c'était entre le Mali et la France. L'autre conflit qui n'a pas pris véritablement la dimension d'un conflit, c'est entre le Mali et le Niger. Je vois mal le Niger venir dire qu'on va enlever un président de la République du Mali. Ben, si c'est la France, malheureusement, on connaît la France pour l'avoir fait en Afrique dans d'autres pays. Donc quand on soupçonne la France, même s'il n'y a pas de preuves concrètes, la France est soupçonnée sur la base de son passé. La France est un peu comme la fourmi. Quand on la voit
les gens ont tendance à tuer immédiatement alors que la fourmi n'a pas encore piqué, tout simplement parce que l'autre fourmi qu'on avait vue avait déjà piqué. Et quand on prend les choses sous cette forme, bien sûr, dans les médias, les gens se sont interrogés, est-ce que la France ne serait pas impliquée dans une déstabilisation parce que le monsieur ne semble pas être malléable comme l'aurait souhaité la France pour pouvoir téléguider ce qui se passe au Mali. Mais encore une fois, on est dans des supputations. Les gens pensent également à une mise en scène pour mettre Assimi Goïta à un certain niveau qu'il n'a pas encore atteint. Ben, tout est possible. Il est là, il a un problème. Arrivé au pouvoir, ce qu'il croyait pouvoir obtenir comme soutien des populations, il ne l'a pas obtenu. Parce que le M5 RFP, qui est à l'origine de 90% de la chute de l'ancien président Ibeka, ils ne se sont pas mis sous la botte des militaires. Il y a quelques éléments du M5 RFP qui l'ont fait, mais l'essentiel du M5 RFP est resté dans la ligne de la refondation du Mali. On a vu un qui était du M5, Jim, qui a organisé un mouvement, qui l'a transformé en parti, qui organise des manifestations. Même vendredi dernier, une manifestation a été organisée pour soutenir les militaires, etc. Mais c'est quelques centaines de personnes que cela a réuni. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien à voir avec les manifestations que le M5 RFP organisait. Mais si c'est ça le soutien du président de la République, effectivement, on peut imaginer que pour se donner un peu plus d'envergure, pour faire un peu peur aux Maliens par rapport à un risque d'une déstabilisation nouvelle, qu'on manigance une agression et que finalement, le président se retrouve un peu sous une sorte de victime. Et comme on n'aime généralement pas les victimes, les gens vont se pencher un peu du côté du président en disant « Mais non, attendez, il vaut mieux quand même qu'on laisse terminer la transition », ce qui est vrai, que de créer encore une transition dans la transition, parce qu'il faut reconnaître quand même que le Mali aujourd'hui a besoin de tout, sauf de l'assassinat de son président, parce qu'on ne sait même pas clairement si les élections seront organisées, si cette transition va arriver à son terme comme cela est souhaité, s'il faut de la perturbation encore, mais c'est clair que l'avenir malien va être encore beaucoup plus sombre. Mamadou, quel effet cette tentative d'assassinat peut avoir sur la transition au Mali? Il y a plusieurs effets. Le premier effet, le président peut se rendre compte que, attention, peut-être on m'a dit, mais ce n'est pas la réalité. Il y a des gens qui sont tellement pas contents de ce que je fais qu'ils peuvent manigancer des choses contre moi ou qu'ils sont prêts à s'en prendre à ma propre personne. Ça peut l'amener à rectifier, parce qu'il y a de quoi rectifier quand même. Les militaires sont en train de diriger le Mali d'une façon qui n'a rien à voir avec la revendication des populations maliennes à travers les manifestations du M5 RFP. Ils ont téléguidé ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas fait cela de façon inclusive, ils l'ont fait de façon exclusive, en utilisant leur stratégie de militaires pour faire comme si les gens étaient dedans. On se rappelle encore la nomination des autorités de la transition. Les gens avaient dit on prend acte parce qu'on les avait appelés à une concertation pour choisir le président de la transition et on leur a présenté une personne. En tout cas, en français, quand on dit choisir, ça veut dire qu'on a au moins deux. Avec une personne, on ne choisit pas. Et on se rappelle les réactions de quelqu'un comme l'imam Diko qui avait dit tout simplement, ce n'est pas des choix que vous nous proposez, on prend acte de ce que vous nous avez proposé. Parce que les gens leur avaient dit, mais si vous n'avez pas de deuxième personne, nous-mêmes, on peut proposer une deuxième personne. Donc il y a cela qui est là, qui est une réalité. Espérons que les militaires vont en prendre conscience. Et un deuxième élément, Goïta commençait un peu à faire du Sankara, se mêlant un peu partout, conduisant une voiture des plus banales, avec une toute petite garde qui le suivait. Je crois que ça également, ça va certainement changer. Oui. Puisque, quoi qu'on dise, quand on garde un président de la République, ce n'est pas parce que c'est la personne la plus importante du monde, mais c'est à cause de la déstabilisation qui peut être la conséquence d'un crime sur un président de la République. Donc, ce n'est jamais trop ce qu'on essaye de mettre en matière de sécurité par rapport au président pour éviter une déstabilisation. Le troisième élément, il va peut-être se rendre compte qu'attention, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits. Il a intérêt à mener la transition à bien et certainement à retourner faire ce qu'il sait faire le mieux. C'est-à-dire un militaire, un commando qui a fait ses preuves sur le terrain, il n'a qu'à aller sur le terrain et aider le Mali à vaincre les terroristes qui sont sur son territoire. À quand, selon vous, Mamadou, un président de consensus au Mali? Ça va être difficile parce que le Mali est comme tous nos pays. Vous avez
des gens qui sont des partisans de Goïta, qui le poussent même à être candidat, malgré qu'il n'a pas le droit d'être candidat. Même quand il était vice-président, il n'avait pas le droit, encore moins quand il est devenu président, parce que la charte est très claire. Malheureusement, vous avez d'autres qui ne l'ont jamais accepté. Certains l'ont dit clairement. Un consensus va être difficile également parce que l'opposition malienne a été divisée par ce coup d'État. Le M5 RFP, qui était le mouvement le plus fort autour duquel on aurait pu rassembler les Maliens, le M5 RFP s'est retrouvé également divisé avec ce coup d'État. Mais ça veut dire que pour avoir un consensus, il faudrait qu'on aille vers des assises à caractère national qui vont être inclusives quand les gens vont discuter et qu'on ne discute pas des personnes d'abord, qu'on discute de ce qu'il faut faire d'abord, qu'on trace un profil ensuite, qu'il y ait des candidats, mais qu'on fasse comme ce qu'on fait dans les entreprises pour chercher un chef d'entreprise, qu'on cherche sur la base des profils quelle est la personne la plus adaptée, qu'on mette en place un mécanisme de suivi, un mécanisme de contrôle pour obliger la personne à mener à bien la feuille de route. Parce que quand on veut sortir un pays d'une crise, c'est la seule solution. Les hommes forts, là, moi, je n'y ai jamais cru. Je crois encore moins aujourd'hui parce que ça a rarement réglé des problèmes. L'actuel Premier ministre Choguel Maïga, vous l'avez dit, vient du M5. Quel intérêt c'est de joindre à diviser justement le M5? Oui, mais le problème, c'est que Choguel Maïga n'a pas été choisi facilement. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y en a qui ont contesté. La deuxième chose, avant qu'on fasse de Choguel Maïga le Premier ministre, il y avait déjà de la division au niveau du M5 RFP. La division au niveau du M5 RFP n'est pas arrivée avec le choix de Choguel Maïga. La division était déjà là. Il y a l'imam qui était la personnalité morale qui était en retrait et qui est toujours en retrait. Ce n'est pas lui qui a proposé Choguel Maïga. Quand il est venu, on n'a pas vu l'imam l'accompagner, on ne l'a pas vu dire quoi que ce soit dans toutes ces choses-là. Ce qui veut dire qu'il y a encore problème au niveau de l'entité qui était l'entité la plus forte, qui était la plus capable d'organiser une opposition par rapport au pouvoir en place. Donc, le choix de Choguel a ajouté des difficultés, puisqu'il semblait, à la limite, les militaires l'avaient désigné. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est un peu la faute également des militaires. Quand vous vous adressez à un groupe, vous dites au groupe, envoyez-nous quelqu'un. Mais dans les discours d'Assimi Goïta, on voyait déjà la préférence par rapport à Choguel Maïga, de sorte qu'avant qu'il ne soit choisi, mais dans toute la presse malienne, tout le monde avait dit que le Premier ministre allait être Choguel Maïga. Alors que le M5 ne s'est pas encore réuni pour dire qui va être la personnalité proposée. Donc tout ça, ça pose problème parce que ça veut dire que quelque part, les militaires ont choisi la personne qui leur convenait, même si on fait croire aux gens que c'est le M5 qui a fait ce choix-là. D'ailleurs, certains du M5 n'ont pas manqué de le dire et de le contester. Donc ça fait que, si c'est pour casser de l'opposition, si c'est pour diviser, les militaires sont en train de le réussir progressivement, mais ils risquent de payer également les contre-coups. Il vaut mieux avoir des gens en face avec qui on peut discuter que d'avoir une multitude de gens avec une multitude de propositions. Quand on voudra un consensus en ce moment, les choses deviendront beaucoup plus difficiles. À Mamoudou Dicko, on lui prêtait des intentions présidentielles à l'époque. Vous l'aviez dit, il est en retrait. Est-ce qu'on peut toujours le consulter? Il est consulté. Il est consulté. Ce n'est pas on peut toujours le consulter, il est très consulté même. Même ceux avec qui il ne s'entendait pas à un certain moment au niveau du RFP, les gens sont allés le voir. Certains même qui étaient allés un peu loin sont carrément allés chez lui, présenter les excuses et tout. Mais il a une posture qui est logique dans laquelle il est resté. Parce que parfois on lui fait un reproche qui n'a pas de sens. Il a toujours refusé de se considérer lui-même comme un acteur politique. Il s'est toujours considéré comme un citoyen et il regardait le RFP comme un mouvement citoyen. C'est-à-dire, lui ne cherchait pas la conquête du pouvoir. Comme il dit, lui, son parti, c'est le Mali. Ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe des problèmes des Maliens et qu'on s'occupe des vrais problèmes des Maliens, pas des faux problèmes. L'autre élément, c'est la lutte contre la corruption. En fait, lui, c'est sur ces éléments qu'il se prononçait de façon extrêmement forte. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on fait ce qu'on pourrait appeler le pas politique, où c'est les partis, c'est le pouvoir, c'est sans lui. Les dernières manifestations qui ont été organisées, par exemple, il n'a pas été présent. Même la dernière manifestation du RFP où on avait un peu recollé les morceaux d'abord,
Ils sont même allés le voir pour qu'il vienne à cette manifestation. Il n'a pas été présent à cette manifestation. Alors que d'habitude, non seulement il était présent, mais il appelait les gens à manifester et son appel faisait partie de ce qui produisait cette foule au moment de la manifestation. Mais pour le moment, c'est comme s'il est en train de faire du wait and see par rapport à l'action des militaires et de certains de ses partenaires. Mamadou Diouf, merci. On va marquer une petite pause. On revient avec Maître Éric Emmanuel Sosa, notre invité.